Le corps de mon petit frère tremblait comme une feuille, alors que je le tenais sous le lit, couvrant ses petites oreilles pour qu'il n'entende pas les cris venant de la pièce d'à côté. C'est à ce moment que j'ai compris que l'enfer n'était pas sous la terre, comme le père Marcel le disait pendant le service du dimanche. L'enfer était ici même, dans notre propre maison. Je m'appelle Mélanie, Mélie Dubois, mais tout le monde ici, à Val d'Ombre, ce coin oublié de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine, me connaît comme mademoiselle Milly, la dame aux poupées. J'ai 86 avec des cheveux blancs fins comme de la barbe à papa, des mains tordues par l'arthrite, à force de confectionner les poupées en tissu que je vends à la foire du département. Je suis curieuse de savoir d'où vous regardez tous sur cette belle planète qui est la nôtre. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit cœur sur cette vidéo. Cela aide vraiment l'équipe à vous apporter de nouvelles vidéos chaque jour, ce qui soutient beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre nos voix, de trouver du courage. Je suis née en 1938 dans une maison simple, mais soignée, à la périphérie de la ville. Notre maison n'était pas grand-chose, mais mon père, Antoine Dubois, insistait toujours pour que tout soit propre, organisé, même avec le peu qu'il gagnait, en travaillant dans les mines de charbon, qui rendaient notre ville connue. Chaque jour, il partait tôt avec le panier repas que je préparais moi-même après mes 9 ans. Ne revenait qu'une fois le soleil disparu derrière les collines. Il rentrait couvert de poussière noire, les yeux rouges de toute cette poussière de charbon, mais toujours avec un petit sourire au coin de la bouche, quelque chose de petit pour mon frère Thomas, qui était 6 ans plus jeune que moi. Regarde ce que papa t'a apporté. Thomas, disait-il, sortant une voiture en bois qu'il avait taillée pendant ses pauses, ou un bonbon qu'il achetait en économisant sur les cigarettes quelques centimes d'euros. Il était trop bon pour le monde cruel dans lequel nous vivions. Ma mère, Caroline Dubois, était ce que les gens appelaient une femme moderne à l'époque, assez belle pour vous faire mal aux yeux, mais avec une beauté dangereuse qui faisait perdre la tête aux hommes, plisser les lèvres des femmes, cheveux noirs bouclés, qu'elle gardait toujours parfaitement coiffés, une taille fine qu'elle serrait encore plus avec ses corsets, une façon de marcher qui faisait tourner la tête de chaque homme quand elle passait, pendant que papa travaillait comme un condamné dans les mines sous ce soleil brûlant. Maman inventait toujours des engagements en ville. Je vais aider au bazar de l'église. Je rends visite à mon ami malade. Je dois aller au magasin général pour du fil à coudre. Et elle partait toute parfumée, avec du rouge à lèvres éclatant, même si tout le monde savait qu'on n'avait pas besoin de rouge à lèvres pour aller à l'église, visiter une amie malade. Papa ne la questionnait jamais. Il rentrait si fatigué qu'il pouvait à peine manger ce que j'avais réchauffé du déjeuner. Quand nous en avions, puis il prenait un bain dans une bassine pour laver la poussière noire, tombait dans le lit, souvent sans attendre le retour de maman, et elle revenait de plus en plus tard, sentant les cigarettes de luxe, celles que les femmes respectables ne connaissaient même pas, l'odeur, un alcool sucré sur son souffle, parfois avec des marques sur son cou qu'elle couvrait le lendemain avec de la poudre de visage.
un foulard coloré noué autour de la gorge. C'est juste une piqûre de moustique, petite. Arrête d'être curieuse, disait-elle quand moi, déjà 12 ans, regardais ces marques violettes avec suspicion. Le pire n'était pas le mensonge flagrant, c'était de voir papa faire semblant d'y croire, baissant les yeux, comme s'il était celui qui avait fait quelque chose de mal. Où est partie ta mère, Mélie? Demandait-il parfois, assis sur les marches de l'entrée, allumant une cigarette roulée à la main. Elle est allée à la pharmacie pour un médicament contre la migraine, mentais-je, répétant ce qu'elle m'avait ordonné de dire avant de partir. Il secouait juste la tête, tirait une longue bouffée sur sa cigarette, relâchait une petite volute de fumée qui semblait porter toute la tristesse du monde. Comme je détestais mentir à mon père, à cet homme qui ne me refusait jamais rien. Oui, même rentrant épuisé, trouvait encore l'énergie pour m'aider avec mes devoirs, raconter une histoire à Thomas avant le coucher. Mais maman avait été très claire sur ce qui arriverait si j'ouvrais la bouche. Si ton père découvre la vérité, il partira. Milé, tu seras sans père, c'est ce que tu veux, par peur de perdre papa. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que ce fut ma première grande erreur. Le silence que j'ai maintenu par peur coûta bien plus que je n'aurais pu l'imaginer à l'époque. Les absences de maman devinrent plus fréquentes, plus longues. Il y avait des moments où elle disparaissait 2, 3 jours, revenant, comme si elle était juste allée au coin de la rue pour du pain. J'ai dû aider ma cousine qui a eu un bébé. Je suis restée chez mon amie parce qu'elle est tombée malade. Et quand ces 3 jours coïncidaient juste avec la foire du département visitant la ville, ou quand un bel homme de commerce séjournait à la pension de Madame Béatrice. Pure coïncidence. Bien sûr, pendant ce temps, la vie à la maison, c'était moi essayant de tout faire fonctionner. À 13 ans, je cuisinais déjà, lavais, repassais, m'occupais de Thomas comme si c'était mon devoir. Papa essayait d'aider le week-end. Mais le travail à la mine était si dur qu'il pouvait à peine lever les bras le dimanche. Pourtant, il tenait à nous emmener à l'église, toujours propre, soigné, comme s'il voulait montrer à toute la ville que nous étions une famille respectable. Malgré les rumeurs qui commençaient déjà à circuler sur ma mère, c'est à cette époque que je remarquais quelque chose d'étrange avec Thomas, mon petit frère, qui avait toujours été joyeux, bavard, commença à devenir silencieux, effrayé. C'est ça de vouloir jouer avec les autres garçons après l'école, se cachait sous le lit quand il entendait des pas approcher, recommença à mouiller son lit. Chose qu'il n'avait pas faite depuis qu'il était tout petit. Qu'est-ce qui ne va pas? Thomas, quelqu'un te menace à l'école, demanda nuit en l'aidant à changer les draps mouillés. Avant que papa ne voie, il secoua juste la tête, ses petits yeux pleins de peur. Mais ne dis rien, je pensais que c'était un tyran de l'école, comme il y en a toujours. Mais le pire était encore à venir. Et moi, dans mon innocence de jeune fille, je ne pouvais imaginer l'horreur qui se passait sous notre propre toit. Ceux d'entre vous qui me suivent jusqu'ici, si vous pouviez laisser un commentaire disant d'où vous regardez cette vidéo, cela me donne de la force de savoir qu'il y a des gens qui écoutent
après avoir gardé cette histoire en moi pendant tant d'années. Et si vous pouvez laisser un petit cœur pour que ce récit atteigne plus de gens qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il est possible de survivre même au pire cauchemar. Les choses à la maison empirèrent progressivement, comme de l'eau qui chauffe lentement jusqu'à bouillir sans que vous le remarquiez. Papa devenait plus maigre, plus voûté, pas seulement à cause du travail dur, mais du poids de cette situation qu'il prétendait ne pas voir. Thomas, plus silencieux chaque jour, effrayé, se recroquevillant dans les coins comme un animal blessé, et maman, quand elle était à la maison, traitait papa comme s'il était une gêne, un vieux meuble qu'il faut contourner. Antoine, var maket les cigarettes, ordonnait-elle dès qu'il s'asseyait pour se reposer après le travail. Miss Caroline, je viens de rentrer. Mes jambes sont lourdes, répondait-il doucement. Si tes jambes sont si lourdes, comment fais-tu pour marcher toute la journée dans la mine? Allez, mon homme, ne sois pas paresseux. Et papa partait, traînant ses jambes fatiguées jusqu'au magasin général de Monsieur Bernard, juste pour satisfaire cette femme qui ne méritait même pas la sueur de son labeur. Unenoit. Papa dut aller à Périgueux pour récupérer de nouveaux outils pour la mine. Il allait passer la nuit. Maman, bien sûr, profita de l'occasion, partit, disant qu'elle allait à la réunion de prière, toute parfumée, dans une nouvelle robe. Je restais à la maison m'occupant de Thomas, qui ne voulait pas manger correctement, regardant juste la porte avec crainte. Elle va revenir, mêlée, demanda, ti tremblent. Quand Juice finit de nettoyer la cuisine, oui, mais plus tard, allons au lit. Nous avons école demain, répondis-je, essayant de paraître calme, même en sachant qu'elle ne reviendrait probablement pas avant le lendemain matin. Cette nuit-là, je me réveillais à cause d'un bruit étrange. Au début, je pensais que c'était un animal sur le toit, mais en écoutant attentivement, je réalisais que c'était des pleurs. Les pleurs étouffés de mon frère, venant de sa petite chambre. Je me levais inquiète, pensant qu'il avait fait un autre cauchemar. Quand j'ouvris sa porte, le clair de lune passant par la fenêtre montra une scène qui glaça mon sang. Maman était assise sur le lit de Thomas, une main couvrant sa bouche, tandis que l'autre, mon Dieu, comme il est dur d'en parler. Même après tant d'années, l'autre main faisait des choses qu'une mère ne devrait jamais, jamais faire à un enfant. Je restais paralysée dans l'embrasure de la porte, incapable de crier, incapable de bouger. C'est elle qui me vit en premier, les yeux vitreux, sentant le whisky, les cigarettes. Qu'est-ce que tu regardes, petite? Va dans ta chambre tout de suite. N'ouvre pas la bouche à qui que ce soit. Tu m'entends? Personne ne te croirait de toute façon. C'était comme si un seau d'eau glacée m'était tombé sur la tête. Soudain, tout prenait sens. La peur de Thomas, le lit mouillé, la terreur quand maman rentrait la nuit, c'était pas nouveau. Depuis combien de temps cela se passait-il sous mon nez? Depuis combien de temps mon petit frère souffrait-il en silence? Pendant que je dormais dans la pièce d'à côté, cette nuit changea tout en moi. C'était comme si quelque chose s'était brisé, un
un verre éclaté qui ne pourrait jamais être recollé, tremblant comme une feuille. Je retournai dans ma chambre, m'enfermai, poussant la commode devant la porte. Je ne pouvais pas dormir. Mon cœur, battant comme un tambour à un rassemblement religieux, les larmes coulant sans arrêt. Comment une mère pouvait-elle faire cela à son propre enfant? Le lendemain matin, quand le soleil passait déjà par les fissures de la fenêtre, j'entendis maman quitter la maison, claquant la porte, probablement pour rejoindre un de ces hommes qu'elle appelait amis. Ce n'est qu'alors que j'eus le courage de sortir de ma chambre, j'allai directement dans la petite chambre de Thomas, le trouvai recroquevillé sous le lit, regardant dans le vide, comme s'il avait vu le diable lui-même. « Viens ici, petit frère », dis-je, tendant la main, essayant de ne pas montrer la terreur qui courait encore dans mes veines. « Viens, prenons le petit déjeuner. Ensuite, nous irons à l'école. » Thomas sortit lentement, ses petits yeux gonflés de pleurs, son pyjama tout froissé, humide. Sans rien dire, il s'approcha de moi, s'accrocha à ma jupe, commença à sangloter. Depuis quand, Thomas, demandai-je doucement, caressant ses cheveux que je coupais moi-même avec les ciseaux à couture. Depuis quand maman te fait-elle ça? Long temps, Milly, répondit-il d'une petite voix déchirante. Ça a commencé quand tu es tombée malade, cette fois avec la forte fièvre. Papa a dû dormir en ville pour chercher des médicaments. Oh mon Dieu, c'était il y a presque 2 ans. 2 ans que mon petit frère souffrait en silence, pendant que je dormais à quelques mètres. 2 ans que cette femme, qui ne méritait pas d'être appelée mère, faisait ces choses horribles à un enfant qui ne pouvait pas se défendre. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, Thomas? Elle a dit qu'elle m'enverrait à l'orphelinat si je parlais, qu'elle a dit que ni toi, ni papa ne me croiriez, que vous penseriez que j'inventais des histoires, qu'elle a dit que papa me battrait jusqu'à ce que je ne puisse plus m'asseoir. La cruauté de ces menaces me coupa le souffle. Comment quelqu'un pouvait-il être si méchant envers un enfant sans défense? Envers son propre fils. À ce moment-là, je sentis une haine si grande grandir en moi que je ne me reconnaissais presque pas. Moi, qui avait toujours été la fille obéissante, la fille qui ne haussait jamais la voix, je ne pouvais maintenant penser qu'à comment faire payer cette femme pour ce qu'elle avait fait. Thomas, écoute attentivement ce que je vais te dire, dis-je, tenant ses petites mains entre les miennes. Elle est ammenti. Papa ne penserait jamais que tu inventes, ne te battrait jamais. Jamais, jamais ne t'enverrait dans un orphelinat. Notre père est un homme bon, un vrai homme qui nous aime plus que tout au monde. Et moi aussi, je t'aime. Mon petit frère, je te protégerai, quoi qu'il arrive. Il me regarda avec ses grands yeux tristes, comme s'il voulait croire, mais avait peur d'espérer. Tu promets, Mélie, tu promets qu'elle ne le fera plus. Je promets, Thomas, sur la lumière de mes yeux, je promets qu'elle ne posera plus jamais un doigt sur toi. Je n'envoyais pas Thomas à l'école ce jour-là. Je le baignais. Fille de la bouillie de farine de maïs avec du lait, son plat préféré, passait la journée à raconter des histoires, essayant de le faire sourire à nouveau. Mais c'était comme si une partie de mon frère avait été arrachée, une innocence qui ne reviendrait jamais. Les jours suivants,
Je ne laissais pas Thomas seul une minute. Partout où j'allais, je l'emmenais avec moi. Au coach, je mis son matelas dans ma chambre, verrouillé la porte avec la clé que j'avais secrètement prise sur la porte du débarras. Quand maman rentrait, généralement au milieu de la nuit, ou parfois après des jours d'absence, je faisais semblant de dormir, mais garder les yeux ouverts, un manche de balai sous le lit, prête à défendre mon frère si nécessaire. Papa remarqua que quelque chose avait changé, bien sûr. Il remarqua que Thomas ne me quittait pas, que je verrouillais la porte de la chambre la nuit, que je devenais tendue chaque fois que maman s'approchait de mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Mélie demanda-t-il une nuit. Pendant que je lavais la vaisselle du dîner, Thomas était déjà couché. Maman était partie disant qu'elle allait à la réunion de prière. Nous n'étions que tous les deux dans la petite cuisine, éclairés par la lampe à pétrole. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Les mots étaient au bout de ma langue, voulant sortir, mais ensuite je pensais, et si maman avait raison, et si papa ne me croyait pas, pire, et s'il croyait, mais n'avait pas le courage de faire quoi que ce soit, d'affronter la situation, de l'affronter, elle, Tsenestrienne, papa, c'est juste que Thomas fait des cauchemars, alors je le laisse dormir avec moi. Papa me regarda avec ses yeux fatigués qui semblaient voir au-delà de ce que je disais. Il posa sa main cailleuse sur mon épaule, serra doucement. Quand tu voudras parler pour de vrai, mêlé, je suis là. Ces mots résonnèrent dans ma tête pendant des jours. Je voulais tellement lui faire confiance, tout lui dire, partager ce terrible fardeau qui m'écrasait, mais la peur est une bête méchante qui vous ronge de l'intérieur, vous faisant douter même de ce dont vous êtes sûr. Pendant ce temps, maman semblait devenir de plus en plus incontrôlable. Ses sorties étaient plus longues, elle revenait plus ivre, plus débraillée. Parfois, elle ramenait des cadeaux coûteux qu'elle n'aurait jamais pu acheter avec le peu d'argent en euros que papa lui donnait pour les courses. Un nouveau chapeau, parfum français, un collier de perles qu'elle jurait être un cadeau de la dame de la maison où elle prétendait avoir commencé à travailler comme femme de ménage. Papa faisait semblant de croire, mais je voyais la méfiance dans ses yeux, la tristesse qui se transformait en quelque chose de plus dur, de plus froid. Il n'était pas idiot. Les commentaires malveillants des voisins l'atteignaient, les regards de pitié des autres hommes à la mine, les chuchotements qui s'arrêtaient quand il s'approchait. On est nuit. Papa rentra plus tôt du travail. Ce n'était pas normal. Il rentrait toujours après le coucher du soleil. Mais ce jour-là, vers 4 heures de l'après-midi, j'entendis ses pas monter sur le porche. J'étais dans la cuisine, préparant des haricots pour le dîner. Thomas jouait avec des voitures en bois que papa lui avait fabriquées quand papa entra. Je suis tout de suite que quelque chose n'allait pas. Son visage était différent, plus pâle, ses yeux plus enfoncés. Où est ta mère? demanda-t-il. Il, sa voix plus ferme que d'habitude. Elle est partie il y a environ 2 heures. 10 G. Elle a dit qu'elle allait à la pharmacie pour un médicament contre la migraine. Il donne. Un rire sec, sans humour du tout.
Il alla dans la chambre, revint avec une petite boîte en bois qu'il gardait sous le lit. Il l'ouvrit, sortit une enveloppe jaunie. Tu sais ce que c'est? Mélie, ce sont les économies de toute une vie. Chaque centime d'euro que j'ai réussi à économiser, en me brisant le dos sous ce soleil, c'était pour acheter une meilleure maison pour nous, pour offrir une éducation à Thomas, à toi. Mon cœur s'effondra. Je savais où cette conversation menait, mais maintenant, il n'y a que ça. Il montra quelques billets froissés, moins de la moitié de ce que je me souvenais avoir vu la dernière fois qu'il avait ouvert cette boîte. Il a environ 6 mois. Le reste a disparu un peu chaque semaine, pensant que je ne le remarquerais pas. Je ne savais pas quoi dire. C'était une pièce de plus dans le puzzle de destruction que maman avait assemblé pendant des années. Papa, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ma fille, ce n'est pas ta faute. Ça n'a jamais été. Il remit l'argent dans l'enveloppe, ferma la boîte. J'ai juste besoin que tu t'occupes de Thomas aujourd'hui. Je vais régler quelques affaires en ville. Quelque chose dans son ton m'effraya. C'était le ton de quelqu'un qui avait pris une décision difficile après avoir souffert longtemps. Pour la première fois, je vis en mon père, non pas l'homme soumis que tout le monde pensait, mais quelqu'un qui avait enduré plus que quiconque ne devrait, par amour pour ses enfants. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire, c'est à propos de maman, de Thomas. Il s'arrêta à la porte. La main déjà sur la poignée, il se tourna lentamente. Ses yeux fixés sur les miens. Quoi? À propos de maman, de Thomas. Je pris une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Les mots commencèrent à sortir lentement d'abord, puis en un flot que je ne pouvais plus contrôler, je lui racontais tout ce que j'avais vu cette nuit-là. Ce que Thomas m'avait dit, les 2 ans d'abus que mon petit frère avait subis en silence, les larmes coulaient sur mon visage. Pendant que je parlais, mais je gardais ma voix ferme, car cette vérité devait être dite, peu importe à quel point elle était douloureuse. Quand je finis, je m'attendais à voir du choc, de l'incrédulité, même de la colère sur le visage de mon père, mais ce que je vis était différent. Je vis un calme effrayant, comme le calme qui vient avant la tempête la plus violente. Ses yeux, toujours si doux, s'étaient assombris. 16 mains, qui n'avaient jamais été levés contre quiconque, étaient fermés en poings si serrés que les jointures étaient blanches. Depuis combien de temps sais-tu cela, Mêlé? Depuis 2 semaines, papa, je voulais te le dire avant, mais j'avais peur que tu ne me crois pas ou que tu ne puisses rien faire. Ok, que je sois trop faible pour protéger mes enfants. La honte brûlait en moi. C'était exactement ce que j'avais pensé. Pardonne-moi, papa. Il vint vers moi, mais elle n'a forte. Puis s'agenouilla pour être à la hauteur de Thomas, qui s'était caché derrière mes jupes quand j'avais commencé à pleurer. M'enfile, dit-il d'une voix étouffée. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé comme un père le devrait, mais cela s'arrête aujourd'hui. Tu as ma parole. Je n'oublierai jamais le regard que mon père, mon frère échangèrent à ce moment. C'était un regard de compréhension, de pardon, quelque chose de plus,
une promesse silencieuse que rien ne serait plus jamais pareil. Papa se leva, essuya une larme têtue qui s'était échappée, ajusta son chapeau sur sa tête, verrouillait la porte après mon départ, ne l'ouvrait à personne tant que je ne suis pas revenue, pas même à maman. Thomas demanda de sa voix faible, surtout pas à elle, répondit papa. Il partit, fermant la porte derrière lui. Cette nuit-là sembla interminable. Après le départ de papa, je verrouillais toutes les portes, les fenêtres. Comme il l'avait ordonné, je fis dîner Thomas, même s'il voulait presque rien manger. Le mis au lito, je m'allongeai à côté de lui, caressant ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais je restais éveillée, les yeux fixés au plafond, la gorge nouée, imaginant ce que papa pourrait faire. Les heures traînaient comme des escargots, chaque bruit dehors me faisait sursauter, chaque ombre passant par la fissure de la fenêtre glaçait mon sang. Il devait être près de minuit quand j'entendis des pas sur le porche. C'étaient pas les pas fermes de mon père, mais le traînement de pieds de quelqu'un qui pouvait à peine tenir debout. Ouvre cette porte. Mélanie cria maman d'une voix pâteuse de quelqu'un qui avait bu jusqu'à l'ivresse. Je sais que tu es là. Fille désobéissante, je restais immobile comme une statue, la main sur la bouche pour ne faire aucun bruit, priant que Thomas ne se réveille pas. Ouvre maintenant, ou je vais défoncer cette porte. Continuate, frappant maintenant le bois avec force. Qui penses-tu être pour me laisser dehors de ma propre maison? Pendant un moment, j'eus peur qu'elle défonce vraiment la porte, mais ensuite j'entendis une autre voix dehors, une voix d'homme qui n'était pas celle de mon père. Laisse tomber, Caroline, allons chez moi. C'est mieux, demain, tu pourras régler cette dispute avec les enfants. C'était la voix de Normand, un type arrivé en ville il y a quelques mois, disant qu'il était représentant commercial, mais tout le monde savait qu'il vivait de jeux d'argent, d'affaires louches, un homme aux cheveux gominés, un sourire fou, qui marchait toujours avec un cure-dent au coin de la bouche, un cigare coûteux à la main. Le silence qui suivit fut brisé par un rire aigu de ma mère, suivi du bruit de baisers, de chuchotements que je préférais ne pas comprendre, puis le bruit des pas s'éloignant, enfin, rien. Je soupirais de soulagement, mais je savais que c'était qu'une trêve temporaire. Maman reviendrait. Quand elle le ferait, elle serait furieuse. J'espérais juste que papa arriverait avant cela. J'ai dû m'endormir à un moment donné, car je me réveillais sursautante au bruit de la porte d'entrée. S'ouvrant, je sautais du lit, prête à crier, quand j'entendis la voix de mon père appeler doucement Milly, Thomas, c'est moi. Je courus pieds nus dans le couloir, trouver papa debout dans le salon, son visage fatigué, mais avec une expression différente, plus légère, comme s'il avait ôté un poids de ses épaules. Où étais-tu, papa? J'étais inquiète, réglant ce que j'aurais dû régler il y a longtemps. Ma fille, répondit-il, enlevant son chapeau, le suspendant au porte-manteau de l'entrée. Ta mère est passée ici. Oui, mais pas seule. Elle était avec Normand, ce type du magasin. Papa secoua la tête, ne semblant pas le moins du monde surpris. Mieux ainsi, des mains, tôt le matin.
Je veux que vous soyez tous les deux habillés avec un baluchon de vêtements prêts. Nous quittons cet endroit. Quand j'entendis cela, mon cœur se glaça complètement. Si vous appréciez ceci, n'oubliez pas de mettre un petit cœur sur cette vidéo. Maintenant, car le meilleur est encore à venir. Où allons-nous? Papa, chez ma sœur à Bergerac. J'ai déjà parlé avec elle au téléphone du magasin. Ils nous attendent. Là-bas, nous commencerons une nouvelle vie. Juste nous trois. Je ne posais pas d'autres questions. La détermination sur le visage de mon père disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je retournai dans la chambre où Thomas dormait encore inconscient de tout. Je m'allongeai, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait cette nouvelle vie que papa promettait. Le lendemain matin, à peine le soleil apparut, nous étions tous les trois assis au bord de la route, attendant le camion de Monsieur Henry qui allait à Bergerac une fois par semaine, transportant des marchandises, chacun avec un baluchon de vêtements, papa avec sa petite boîte en bois d'économie en euros, moi avec la poupée en tissu que ma défunte grand-mère avait faite, Thomas avec une voiture en bois dont il ne se séparait pour rien au monde, et maman demanda à Thomas quand le camion apparut au tournant de la route, soulevant de la poussière rouge, ta mère a choisi un autre chemin. Phils, répondit papa d'une voix ferme, mais pas dure. Parfois dans la vie, c'est comme ça. Les gens choisissent des chemins différents, ne peuvent plus aller ensemble. C'était pas toute la vérité, bien sûr, mais c'était assez pour qu'un garçon de 7 ans comprenne à ce moment-là. Le reste, il le saurait quand il serait plus grand, quand il pourrait comprendre que certains ne sont pas nés pour être mères, qu'il y a des monstres qui se cachent derrière de jolis visages, que parfois l'amour ne suffit pas à réparer quelqu'un qui est brisé à l'intérieur. Alors que le camion s'éloignait de la ville, je regardais en arrière une dernière fois. Notre petite maison devenait de plus en plus petite au loin, jusqu'à n'être qu'un point blanc entouré du vert de la végétation. Je ne ressentais ni tristesse, ni nostalgie. Ce que je ressentais était du soulagement, comme si je m'échappais d'une prison où j'avais vécu trop longtemps. Ce que je ne savais pas, c'était que nous laissions derrière nous, bien plus qu'une maison, nous laissions la fin d'un cauchemar, le début d'un autre type d'histoire que je ne comprendrai pleinement que bien des années plus tard. Le voyage jusqu'à Bergerac dura presque une journée entière. Thomas dormit la plupart du temps, la tête sur les genoux de papa, bercé par les secousses du camion sur les routes de terre. Je restais à regarder le paysage changer, la campagne sèche, laissant place à des zones plus vertes. En approchant de la rivière Dordogne, nous arrivâmes au début de la nuit. Tante Marte, la sœur aînée de papa, que je connaissais à peine, nous attendait à la porte de sa maison, un bâtiment simple, mais soigné à la périphérie de la ville. C'était une dame âgée, veuve depuis de nombreuses années, qui vivait seule depuis que son fils unique avait déménagé à Paris pour chercher du travail. Antoine, mon frère, s'exclama-t-elle, et il a son papa fort. Puis elle se tourna vers nous aussi, ses yeux brillants d'émotion. Et ce sont ma nièce, mon neveu,
comme vous avez, grandi, la dernière fois que je vous ai vu, Mélanie était bébé dans les bras, Thomas n'était même pas encore rêvé. Nous fûmes reçus avec des lits propres, de la nourriture chaude sur la table, quelque chose que nous n'avions pas ressenti depuis longtemps, la paix. Cette première nuit, après si longtemps, je dormis sans peur que la porte de la chambre s'ouvre au milieu de la nuit. Dans les semaines qui suivirent, nous nous adaptâmes à la nouvelle vie. Papa trouva un emploi dans la construction qui payait mieux, que la mine, n'était pas aussi dur pour le corps. Je commençais à aider tante Marthe à faire les confitures qu'elle vendait au marché. Apprenant des recettes que j'utilise encore aujourd'hui, Thomas entra à l'école locale, retrouva peu à peu le garçon joyeux qu'il était avant. Bien que certaines cicatrices invisibles restaient, c'est qu'un mois plus tard que j'eus le courage de demander à mon père ce qui s'était vraiment passé cette nuit où il était sorti de la maison. Après avoir appris la vérité sur maman, nous étions assis sur le porche arrière après le dîner. Tante Marthe s'était déjà retirée. Thomas jouait avec des voitures que papa lui avait fabriquées. Papa, come sage, hésitante. Qu'as-tu fait quand tu es sortie de la maison cette nuit-là? Après que je t'ai raconté ce que maman faisait à Thomas, papa resta silencieux un moment, regardant les étoiles scintillant dans le ciel noir. Quand il parla, infine, sa voix était basse, presque un murmure. Je suis allée chercher la vérité, mêlée. Toute la vérité que ta mère cachait. Ah, d'abord, je suis allée chez mademoiselle Sally, celle au bout de la ville, que tout le monde fait semblant d'ignorer. J'ai demandé après, les filles là-bas ont ri à mon visage. Monsieur Dubois, votre femme ne travaille pas ici. Elle vient dépenser votre argent avec les hommes qu'elle amène. C'était comme une gifle d'entendre ça, mais j'ai continué. Papa Lomaone Tigarete tira une longue bouffée avant de continuer. Ensuite, je suis allée chez Normand. Ce type se cachait toujours sur ta mère, même devant moi, manquant de respect à notre maison. Il n'était pas là. Mais un voisin dit l'avoir vu avec ta mère, partant, semble plutôt, vers l'hôtel central. L'hôtel central était le seul hôtel de la ville où séjournaient les voyageurs passant par Val d'Ombre. C'était pas un endroit respectable pour une femme mariée. J'y suis allée. Le réceptionniste était un ami de mon cousin, ne voulait pas m'arrêter. Je suis montée dans la chambre. Eh bien, j'ai trouvé ta mère avec lui. Je ne vais pas entrer dans les détails, car il y a certaines choses qu'une fille n'a pas besoin de savoir sur sa mère, mais je l'ai confrontée. J'ai dit que je savais tout, les aventures, l'argent qu'elle volait, surtout ce qu'elle faisait à Thomas. Papa s'arrêta, sa voix étouffée par l'émotion, la colère contenue. Elle mêlée, rit à mon visage, dit que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit, qu'elle savait toujours qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, parce que j'aurais jamais le courage de réagir. Et Normand, Tchelik, se tenait là, souriant du coin, comme si j'étais une blague. Même après si longtemps, le souvenir semblait encore le blesser profondément. C'est alors que j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai pris ce petit enregistreur que le fils du docteur Guillaume m'avait prêté. Tu te souviens de lui?
Le garçon qui aimait jouer au reporter s'était caché dans ma poche. Je l'ai montré à elle. J'avais tout enregistré, sa confession sur Thomas, sur l'argent, sur les hommes. Tout. J'étais sans voix. Je n'avais jamais imaginé que mon père, si simple, si direct, avait planifié quelque chose comme ça. Où je lui ai dit que je porterais cet enregistrement au shérif, au pasteur, à toute la ville, pour l'entendre, si nécessaire, qu'elle serait arrêtée pour ce qu'elle a fait à Thomas, qu'elle perdrait tout, que tout le monde saurait quel genre de monstre se cachait derrière ce joli visage, la façon dont papa dit cela, sans crier, sans gesticuler, juste avec une certitude froide, calculée, me montra un côté de lui que je n'avais jamais vu auparavant, et elle t'a cru, demandait, retenant mon souffle, et l'air clos. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans les yeux de ta mère, pas la peur de moi, mais la peur de ce que les autres penseraient, de ce qu'elle perdrait. C'était toujours sa plus grande terreur, que les gens voient qui elle était vraiment. Papa écrasa sa cigarette dans un vieux cendrier en éteint. Nous avons conclu un marché là-bas. Elle resterait avec Normand, puisque c'est ce qu'elle voulait, et nous trois, nous disparaîtrions de la ville. Elle ne nous chercherait plus jamais, ne chercherait plus jamais à voir toi. Thomas, en échange, je ne montrerai l'enregistrement à personne, et tu lui as fait confiance après tout ça? Non, Mélie, je ne lui ai pas fait confiance. C'est pourquoi je suis venue si loin, chez tante Marthe, dont ta mère ne savait même pas l'existence, et j'ai laissé une copie de l'enregistrement au docteur Guillaume, scellée, avec des instructions pour être ouverte. Si quelque chose nous arrivait à toi, à moi, c'est alors que je compris mon père, cet homme silencieux que tout le monde pensait soumis, avait tout planifié jusqu'au moindre détail. Il avait pensé à chaque possibilité, chaque issue, pas pour la vengeance, mais pour la protection, pour protéger ses enfants, pour nous donner une chance à une nouvelle vie loin de ce poison qui avait infiltré notre famille. C'est pourquoi nous ne l'avons jamais revu, demandai-je d'une petite voix, ressentant un immense soulagement de savoir ce chapitre vraiment clos. Oui, ma fille, ta mère a choisi son chemin. Nous avons choisi le nôtre. Certains nœuds sont faits pour être dénoués quand ils commencent à étouffer. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, dans ma nouvelle chambre, avec l'odeur des fleurs du savon que tante Marthe utilisait sur les draps, je pleurais, pas pour la mère que j'avais perdue, en fait, une mère que je n'avais jamais vraiment eue, mais pour le courage silencieux de mon père, qui avait enduré tant pour nous, qu'oui, quand le moment de la vérité vint, sut exactement quoi faire pour nous sauver. Notre vie à Bergerac continua comme une rivière qui trouve son cours naturel, après avoir passé par des rochers, des rapides. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, avant que je m'en rende compte. Cela faisait 1 an que nous avions quitté Val d'Ombre, tous les horreurs que nous y avions vécues. Papa travaillait régulièrement dans la construction, bientôt promu contremaître pour le soin. La responsabilité qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Thomas s'adapta bien à la nouvelle école, se faisant des amis, obtenant de bonnes notes,
redevenant peu à peu le garçon joyeux qu'il était avant, bien que certaines cicatrices invisibles restaient. Moi, à 14 ans, à l'époque, j'ai des tantes Marthe avec les confitures fréquentées, l'école l'après-midi. Nous reconstruisons nos vies pièce par pièce, comme quelqu'un qui reassemble un miroir brisé. Les cicatrices étaient là, invisibles, mais présentes, surtout chez Thomas, qui parfois se réveillait en criant au milieu de la nuit, une sueur froide, les yeux écarquillés de terreur. À ces moments, papa allait dans sa chambre, s'asseyait au bord du lit, restait là jusqu'à ce qu'il se rendorme, sa grande main cailleuse caressant les cheveux de mon frère, avec une tendresse qu'on n'attendrait pas d'un homme de cette taille. Je pensais que nous n'entendrions plus jamais parler de ma mère, qu'elle avait disparu de nos vies pour toujours, comme papa l'avait prévu. Mais le destin, ce tisserand implacable, avait d'autres plans. Un samedi après-midi, en revenant du marché, après avoir aidé tante Marthe à vendre ses confitures, nous trouvâmes un jeune homme inconnu debout à la porte de notre maison. C'était un gars maigre, d'environ 20 ans, avec des vêtements de voyageur, une valise usée à la main. « Êtes-vous Antoine Dubois ?» demanda-t-il quand papa s'approcha. « Je le suis. Que puis-je faire pour vous ?» Jeune homme, je suis Jérémie, le fils du docteur Guillaume de Valdombre. Mon père m'a envoyé vous remettre ceci en personne. Il tendit une enveloppe jaunie, scellée, avec de la cire rouge. Papa la prit, fronçant les sourcils. Surprise. Cela faisait plus d'1 an que nous n'avions eu de contact avec quiconque de notre ancienne ville. Est-il arrivé quelque chose, monsieur demanda-je, sentant un frisson dans l'estomac. Je ne connais pas les détails. Mademoiselle, mon père m'a juste dit que c'était urgent, que monsieur Dubois reçoive cette lettre dès que possible. Papa invita le jeune homme à entrer, offrit du café, mais déclina, disant qu'il devait continuer son voyage cet après-midi-là. Après le départ du jeune homme, nous trois, tante Marthe, nous assîmes à la table de la cuisine, pendant que papa ouvrait soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la petite écriture nette du docteur Guillaume, un article de journal déjà jauni par le temps. Papa lut la lettre in silence, son visage devenant plus pâle. Puis, sans rien dire, il nous passa l'article pour que nous le voyions. C'était une petite nouvelle du genre qui apparaît dans le coin de la page. Corps de femme retrouvé sur la rive. Le corps de Caroline Dubois, 33 hands, fut retrouvé sur les rives de la rivière Dordogne par des pêcheurs locaux hier matin. Selon le shérif en charge, la victime présentait des signes de coups. La principale piste d'enquête pointe vers un crime passionnel. Norman, avec qui la victime entretenait une relation, est en fuite. Je sentis comme si le sol avait disparu sous mes pieds, même après tout ce qu'elle avait fait, même avec tout le mal qu'elle avait causé. Et voir la nouvelle de la mort de ma mère, imprimée là, si froide, si directe, me laissa sans souffle. Je regardais Thomas. Qui
à 8 ans, ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Puis papa, qui tenait la lettre du docteur Guillaume avec des mains légèrement tremblantes, que s'est-il passé avec maman? Papa, demanda Thomas. Sa voix incertaine. Papa plia le journal, cachant la nouvelle, posa sa main sur son épaule. Ta mère est partie, Fils, elle ne reviendra pas jamais. Cette nuit-là, après que Thomas fut endormi, papa me dit ce que la lettre du docteur Guillaume disait. Selon lui, après notre départ de la ville, maman, Normand restèrent ensemble, dépensant l'argent qu'il avait des jeux d'argent, des affaires louches. Quand l'argent s'épuisa, les disputes commencèrent. Elle menaça de le quitter. Il ne l'accepta pas. Selon des témoins, la nuit où elle est disparue, des cris avaient été entendus venant de leur maison. Le lendemain, Normand avait déjà disparu de la ville. 2 jours plus tard, son corps fut retrouvé par des pêcheurs. Le docteur Guillaume dit que la police recherche Normand, mais il a probablement déjà traversé la frontière du département vers Lot-et-Garonne, expliqua papa, parlant doucement pour ne pas réveiller mon frère. Il dit aussi qu'il a détruit l'enregistrement que je lui avais laissé, comme nous l'avions convenu, au cas où quelque chose comme ça arriverait. Restai silencieuse un moment, traitant tout cela, je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait pleurer pour la mère que j'avais perdue. Une autre partie ressentait une colère sourde pour tout ce qu'elle avait fait. Une troisième partie, celle qui me faisait le plus peur, ressentait du soulagement, sachant qu'elle ne pourrait plus jamais nous faire de mal. Est-ce notre faute, papa? Demandai. Enfin, ma voix se brisant, si nous n'étions pas partis, si tu n'avais pas conclu ce marché avec elle. Non, Mélie, interrompit papa fermement. Ce n'est pas notre faute. Chaque personne est responsable de ses propres actions, de ses propres choix. Ta mère a choisi son chemin, connaissant les risques. Normand a toujours été un homme violent. Tout le monde en ville le savait. Elle a dû penser qu'elle pouvait le contrôler, comme elle le faisait avec tous les autres hommes. Mais cette fois, elle avait tort. Papa soupira profondément, passant la main sur son visage, fatigué. Je ne vais pas mentir, dire que je suis désolée, pas après tout ce qu'elle a fait à Thomas, à toi, à moi, mais je ne vais pas célébrer la mort de quelqu'un, pas même la sienne. La vie boucle, la boucle, on récolte ce qu'on sème. Elle a planté du poison, récolté une tempête. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je pensais beaucoup à ce que papa avait dit, aux choix, aux conséquences, à comment certaines personnes semblent attirer leur propre malheur par les décisions qu'elles prennent. Je pensais à ma mère, si belle, si pourrie à l'intérieur, qui préférait l'attention de n'importe quel homme à l'amour de ses propres enfants. Je pensais à son destin final, abandonnée, battue par le même genre d'homme qu'elle cherchait toujours. Était-ce une vengeance? Pas le genre que papa avait planifié avec l'enregistrement, une vengeance propre, calculée, destinée à protéger, pas à détruire. Mais peut-être était-ce la vengeance de la vie elle-même, ce juge implacable qui, tôt ou tard, réclame la dette de chacun de nous. Plusieurs mois passèrent. La nouvelle de la mort de maman fut lentement traitée par chacun de nous à sa manière. Papa semblait plus léger,
comme si un poids s'était enfin levé de ses épaules. Thomas, après quelques nuits de cauchemars renouvelés, sembla enfin commencer à guérir des blessures les plus profondes. Peut être parce qu'il savait instinctivement qu'il était vraiment en sécurité maintenant. Moi, cela a pris plus de temps. Il y avait tant de sentiments mêlés en moi. Colère, tristesse, culpabilité, soulagement, que parfois je me sentais étouffée par eux. C'est tante Marthe qui remarqua ma lutte intérieure, avec sa sagesse de femme qui avait beaucoup vu dans la vie, m'appela pour une conversation. Tu sais, Mélie, dit-elle, pendant que nous faisions du caramel ensemble, quand mon mari est mort, j'ai ressenti tant de choses à la fois que je pensais devenir folle. Tristesse pour la perte, colère, parce qu'il m'avait laissée seule, culpabilité de ne pas avoir vu les signes de la maladie plus tôt, même du soulagement, parce que les derniers mois avec lui, s'étiolant au lit, avaient été un tourment pour nous deux. Elle remuait le caramel dans la marmite en cuivre avec des mouvements lents, précis. C'est que j'ai appris, c'est que tous ces sentiments peuvent exister en même temps sans que l'un diminue la force de l'autre. Tu peux ressentir de la colère envers ta mère pour ce qu'elle a fait, tout en ressentant de la tristesse pour la fin qu'elle a connue. Tu peux ressentir du soulagement en sachant qu'elle ne fera plus jamais de mal à ton frère. En même temps, te sentir coupable de ce soulagement, n'essaie pas de choisir un seul sentiment. euh, Petite, nous ne sommes pas si simples. Ces mots tombèrent comme de l'eau fraîche dans le désert de ma confusion. Peu à peu, j'appris à vivre avec cette tempête intérieure, à accepter que je pouvais ressentir des choses contradictoires, sans que cela fasse de moi une pire personne. Un jour, presque un an après la nouvelle de la mort de maman, papa nous réunit à la table après le dîner. Il avait une expression sérieuse, celle qu'il faisait quand il devait nous dire quelque chose d'important. J'ai des nouvelles. Come statio? Regardant d'abord moi, puis Thomas, j'ai reçu une offre pour travailler sur un grand projet de construction à Bordeaux. Ils payent bien, fournissent un logement. Le plus important, c'est une chance de recommencer dans une grande ville où personne ne nous connaît, où aucune ombre du passé ne peut nous atteindre. Tante Marthe, assise à côté de lui, sourit tristement. Vous allez me manquer, mais ton père a raison. Bordeaux est l'avenir. Vous, les enfants, aurez de meilleures écoles, plus d'opportunités chez Taïsi. Quoi. 2 mois plus tard, nous dîmes au revoir à Bergerac, à Tante Marthe, promettant de visiter. Montâmes dans un bus pour Bordeaux. Gilondi, papa avait raison. C'était vraiment un nouveau départ, une ville immense, pleine de couleurs, d'odeurs, de sons si différents des zones rurales que nous connaissions. Notre maison était dans un lotissement pour les travailleurs de l'entreprise de construction. Petite, mais propre, aérée, avec une vue sur la rivière au loin. Papa prospéra dans son nouvel emploi. Promu en quelques années au poste de chef de chantier, Thomas grandit, fort, en bonne santé, montrant un talent pour les études qui faisait gonfler papa de fierté. Et moi, en plus de continuer mes études, je commençais à fabriquer des poupées en tissu à vendre, utilisant ce que j'avais appris de tante Marthe, mais créant mon propre style. C'est à Bordeaux que je rencontrais Arthur,
un jeune homme qui travaillait comme électricien sur les projets que papa gérait. C'était un homme sérieux, travailleur, issu d'une famille simple comme la nôtre. Nous começamos a surgir ensemble quand j'avais 17 ans, toujours avec le consentement, la supervision de papa, comme c'était la coutume à l'époque. Le jour où Arthur demanda ma main, papa l'emmena pour une conversation privée sur le porche. J'étais nerveuse, imaginant de quoi il pourrait parler, mais quand il revint, tous deux avaient des sourires sur le visage. Ton père m'a tout raconté. Mêlé, me dit Arthur plus tard, quand nous étions seuls, sur ta mère, sur ce qui est arrivé à ton frère, sur comment vous avez quitté la ville. Il dit que j'avais le droit de savoir dans quelle famille j'entrais. J'étais paralysée, le cœur dans la gorge. Papa n'avait jamais raconté cette histoire à personne hors de la famille. Maintenant, Arthur savait tout. La honte, l'horreur, les cicatrices que nous portions. Et que, en penses-tu, demandai, pouvant à peine respirer, je pense que ton père est l'homme le plus admirable que j'ai jamais rencontré, répondit-il, sans hésiter. Je pense que toi, ton frère est des survivants, des guerriers. Je suis encore plus fière que tu aies accepté d'être ma femme. Nous nous mariâmes au printemps 1957 dans une cérémonie simple à l'église du quartier. Papa nous donna la moitié des économies en euros qu'il avait accumulées comme cadeau pour que nous puissions acheter notre petite maison. Thomas, déjà 14 ans, grand, beau, fut mon témoin. Ressemblant à un petit homme dans le costume de papa que tante Marthe avait ajusté pour lui. Ce jour-là, regardant ma famille réunie, papa, ému, en me conduisant à l'hôtel, Thomas, souriant fièrement à côté de moi, tante Marthe, venue spécialement de Bergerac pour la cérémonie. Ars, m'attendant devant le pasteur, je réalisais que la vengeance de mon père avait été la plus parfaite possible. Pas une vengeance de sang, de violence, de destruction, mais une vengeance de vie, de reconstruction, d'amour. Il ne nous avait pas seulement sortis de l'enfer que maman avait créé, il avait construit un nouveau paradis pour nous, pièce par pièce, jour après jour, avec la même patience, la même détermination qu'il mettait dans ses projets de construction. La vraie vengeance de papa contre tout ce que maman représentait était de montrer que la bonté peut être plus forte que le mal, que l'amour construit pendant que la haine détruit, que même après les pires tempêtes, il est possible de retrouver le soleil. Les années passèrent comme les pages d'un livre tourné par le vent, les mèches noires de mes cheveux devinrent blanches, les mains lisses gagnèrent des rides. Des callosités, les rêves devinrent des souvenirs, les souvenirs devinrent la forteresse que je construisis pour m'abriter dans la vieillesse. Ma vie avec Arthur fut une bénédiction. Nous eûmes 3 enfants. Antoine, qui reçut le nom de mon père, Mars, en l'honneur de ma chère tante, Thomas, que tout le monde appelle Tommy, comme mon frère. Nous les élevâmes avec amour, fermeté, surtout avec la vérité. Je n'ai jamais caché l'histoire de notre famille à mes enfants, leur racontant, quand ils étaient assez grands pour comprendre, sans détails inutiles,
mais aussi sans mensonge, qui pourraient grandir, devenir des monstres plus grands que la vérité elle-même. Papa a vécu avec nous après sa retraite. Nous construisîmes une petite chambre à l'arrière de notre maison avec une entrée indépendante pour qu'il ait de l'intimité, mais assez proche pour partager les repas, les conversations, les joies, les peines de la vie quotidienne. Il fut un grand-père merveilleux, patient, sage, enseignant à mes enfants tout ce qu'ils savaient sur la menuiserie, la construction, la pêche, surtout sur la valeur du travail honnête, de la famille. Thomas, mon frère, devint enseignant. Il étudia avec tant de diligence, profitant de chaque opportunité que Bordeaux offrait, qu'il réussit à entrer à l'université. Même venant d'une famille simple, il fut le premier de notre famille à avoir un diplôme, une source d'immense fierté pour papa, qui pleura comme un enfant le jour de la remise des diplômes. Thomas épousa une collègue de l'école où il enseignait, une femme douce, nommée Margot. Ils eurent 2 enfants qui sont la lumière de ses yeux à ce jour. Les traumatismes de l'enfance laissèrent des cicatrices sur mon frère. Bien sûr, il y eut des périodes difficiles, surtout à l'adolescence, quand les cauchemars revenaient avec force, quand la colère pour ce qui s'était passé semblait le consumer de l'intérieur, mais avec le soutien de la famille, avec l'amour indéfectible de papa, plus tard, avec l'amour de sa femme, de ses enfants, il réussit à transformer cette douleur en force pour aider les autres. En tant qu'enseignant, il prenait un soin particulier avec les enfants montrant des signes d'abus, de négligence, sachant reconnaître des signes que d'autres pourraient ignorer. Papa nous quitta en 1982 à 66 ans, dormant paisiblement dans son petit lit dans la chambre de derrière. Ce fut un passage serein comme le méritait un homme qui avait porté tant de fardeaux dans la vie, aux funérailles. Je fus impressionnée par le nombre de personnes venues lui dire adieu, collègues de la construction, voicings, amis de l'église, même d'anciens clients des projets qu'il avait gérés des années auparavant, tous avec des histoires sur comment Antoine Dubois avait été juste, honnête, travailleur, toujours prêt à aider quiconque en avait besoin. Votre père était un homme bon, dit un vieux monsieur qui avait travaillé avec lui sur le premier projet à Bordeaux, le genre qu'on ne trouve plus de nos jours. Je n'ai jamais vu élever la voix contre quiconque, mais j'ai jamais vu personne lui manquer de respect non plus. En entendant ces témoignages, je compris pleinement la grandeur silencieuse de mon père. Un homme que toute la ville voyait comme faible pour ne pas contrôler sa femme, pour la laisser continuer, avait en fait une force intérieure que peu pouvaient comprendre, la force de quelqu'un qui place le bien, être de ses enfants au-dessus de son propre orgueil, qui sait que le vrai courage réside parfois dans l'endurance silencieuse, dans l'attente du bon moment pour agir. Quant à ma mère, pendant de nombreuses années, j'essayais d'enterrer son souvenir avec son corps jeté sur la rive comme quelque chose de jetable. Je ne voulais pas penser à elle, ne voulais pas me souvenir de son visage, de sa voix, de l'odeur des cigarettes, du parfum bon marché qu'elle laissait dans l'air quand elle sortait la nuit. Mais avec l'âge, avec la sagesse que seules les années apportent,
je commençais à comprendre que nous ne pouvons pas effacer des parties de notre histoire, aussi douloureuses soient-elles. Caroline était un produit de son temps, de son éducation. Peut être de traumatismes que je n'ai jamais connus. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait. Rien ne pourrait justifier l'horreur qu'elle a infligée à Thomas, la trahison de papa, l'abandon de ses responsabilités de mère. Mais avec le temps, j'appris à séparer la haine pour ses actions de la personne elle-même. J'appris que je pouvais reconnaître le mal qu'elle avait fait sans laisser ce mal continuer à m'empoisonner des décennies plus tard. En 1995, déjà âgée de 57 ans, avec plusieurs petits-enfants courant dans la maison, je fis un voyage que j'avais longtemps repoussé. Je retournai à Val-d'Ombre, accompagnée de mon frère Thomas. Notre tante Marthe était décédée quelques années plus tôt. Nous n'avions plus de famille là-bas, mais nous ressentions le besoin de visiter l'endroit où tout avait commencé, d'affronter les fantômes qui pourraient encore nous hanter. La ville avait beaucoup changé, plus de rues pavées, plus de maisons en briques, moins de poussière rouge, plus de commerces. Notre vieille maison n'existait même plus à sa place. Il y avait un petit magasin de quincaillerie, l'entrepôt où Normand séjournait avait aussi été démoli, laissant place à une pharmacie. Nous allâmes au cimetière local où nous savions que maman était enterrée. Il fallut du temps pour trouver la tombe, une simple croix, sans pierre tombale, avec juste le nom, les dates presque effacées par le temps, la négligence. Je restaille, regardant ce bout de terre longtemps, ressentant un étrange mélange d'émotions. Ressens-tu encore de la colère? Demanda Thomas soudain. Sa voix basse, revirente, comme ici d'un cimetière. Non, répondis-je après un peu de réflexion. Je ne ressens pas de colère. Je ressens de la pitié. Pitié qu'elle n'ait jamais connu ses petits-enfants. Pitié qu'elle ait gâché la chance d'avoir une famille qui l'aimait. Pitié qu'elle ait vécu, soit morte sans jamais comprendre ce qui compte vraiment dans cette vie. Thomas hocha la tête, ses yeux humides fixés sur la croix abandonnée. Tu sais ce que je ressens, mêlé de la gratitude, pas pour elle, bien sûr, mais pour notre père, pour toi, pour tante Marthe. Gratitude que vous n'ayez pas laissé ce qu'elle a fait me détruire complètement, pour m'avoir sauvée non seulement de l'horreur de cette maison, mais d'être devenu quelqu'un plein de haine, quelqu'un trop brisé pour aimer, pour faire confiance. Nous quittâmes le cimetière main dans la main, comme nous le faisions en traversant la rue Enfant, deux survivants, deux guerriers, portant des cicatrices invisibles, mais qui avaient appris à utiliser ces cicatrices comme source de force, pas de faiblesse. Aujourd'hui, à 86 ans, assise dans mon rocking chair sur le porche de la petite maison colorée que j'ai construite avec tant d'amour, je regarde mes arrière-petits-enfants jouer dans le jardin. Je ressens une paix que je n'imaginais jamais possible dans les jours sombres de mon enfance. La vie prend tant de tournants, le destin a des chemins si mystérieux, ce qui semble une malédiction insupportable à un moment peut être la graine d'une force indestructible plus tard. La vengeance de mon père, cette vengeance silencieuse, calculée, faite d'amour, pas de haine, continue de porter ses fruits. À ce jour, 3 générations plus tard,
elle est dans les sourires de mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui grandissent sans peur, sans secret toxique, sans le poids écrasant du silence qui protège les monstres, étouffe les victimes. Elle est dans la force que j'ai découverte en moi, qui m'a permis de survivre, d'aimer, de construire une belle vie, malgré tout. Ceux d'entre vous qui m'ont suivi jusqu'ici, écoutant le récit d'une vieille dame qui a vu plus d'hiver que beaucoup d'entre vous ne vivront, sachez que peu importe à quel point la nuit est sombre, le soleil se lève toujours à nouveau. Peu importe à quel point la tempête est terrible, il y a toujours un abri à trouver, parfois dans les bras de ceux que nous aimons, parfois dans la force que nous ne savions même pas avoir en nous. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez votre petit cœur pour que d'autres puissent la connaître aussi. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, car chaque message me fait sentir que je ne suis pas seule à partager ce lourd fardeau. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires de femmes qui, comme moi, ont trouvé de la force là où il semblait n'y en avoir aucune. La vie n'est pas toujours facile, mes chers, mais elle vaut toujours la peine d'être vécue avec amour, courage, la détermination silencieuse que j'ai apprise de mon père. Nous pouvons transformer même la pire douleur en force pour avancer. C'est Mademoiselle Milly, la dame aux poupées, vous remerciant d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que l'amour, la protection ne manque jamais à nos enfants, qui sont le véritable trésor de ce monde. Une pause, un souffle,